Bienvenue à cette journée d'études consacrée au thème du bon voisinage, aux enjeux culturels et religieux, la cohabitation sociale, au savoir habiter. And a little word of welcome to those who are listening online who prefer to speak in English. So do I. Nous sommes réunis pour une journée passionnante de parcours philosophique, politique, anthropologique, littéraire, théologique, afin de chercher quelques réponses à certaines questions sociales importantes auxquelles nous sommes confrontés. Comment vivons-nous ensemble dans la proximité d'une ville moderne, même si nous sommes différents les uns des autres? Comment reconnaître la diversité de cette merveilleuse capitale dans laquelle nous vivons et travaillons sans nous sentir menacés ou contraints? Comment respecter la loi, conserver nos identités et créer un espace culturel commun sans sombrer davantage dans des conflits ou des tensions? Comment nous reconnaître et reconnaître l'autre en nos voisins? Comment porter le poids de l'histoire de manière à ce que nous puissions être confiants les uns envers les autres, malgré le poids atroce que certains faits historiques nous imposent à tous, à la fois aux victimes et aux auteurs de ces mêmes faits? Ça vaut la peine de passer une journée entière à nous interroger et à interroger les autres sur ces questions avant de nous accorder le plaisir de célébrer l'éclat académique de quelqu'un qui pose et qui répond à ces questions avec un panache unique depuis près d'un demi-siècle, l'illustre philosophe français Olivier Abel. Je vais parler très brièvement de comment le savoir habité est historiquement torpillé de manière brutale par les injustices systématiques, historiques et durables liées à la race et la nationalité. Et soulever ce thème expliquera et justifiera l'existence scientifique du CARES. Et je le fais par le biais du film Napoléon, qui vient de paraître. C'est un must / un échec déjà connu. J'ai vu ce film la semaine dernière. Il comporte des superbes scènes de bataille, tout en étant truffé d'erreurs. Non, la Convention nationale ne se réunit pas dans une église. Non, Napoléon n'est pas un gros quinquagénaire comme moi lorsqu'il libère Toulon des Anglais. Non, Napoléon ne bombarde jamais les pyramides. Plus important encore, le film, d'une manière singulièrement anglo-saxonne, omet de mentionner ce qui est vraiment important à propos de Napoléon, ses triomphes et ses disgrâces. Les triomphes. Napoléon crée des institutions durables pour soutenir l'état de droit et les droits de l'homme. La Banque de France, les grandes écoles comme l'école polytechnique, les lycées, l'éducation nationale, le Conseil d'État, les préfets, le système métrique décimal, le concordat avec Pie VII et la paix religieuse, l'égalité religieuse approximative étendue aux protestants et aux juifs, le Code civil, appelé Code Napoléon, à partir de 1807, qui stipule que les lois sont nationales, publiques, accessibles, appliquées également à tous. La Légion d'honneur, dont notre doyen est titulaire, accordée grâce au seul mérite. Ces disgrâces. Napoléon a également un revers épouvantable, qui n'est absolument pas exploré dans le film de Ridley Scott, la diminution des droits légaux des femmes, mais surtout l'épisode le plus sombre du règne de Napoléon,
l'abolition de l'esclavage. L'esclavage aboli par la Convention nationale en 1794 est réintroduit dans l'Empire français par le vouloir personnel de Napoléon. En avril 1802, les protestants sont émancipés. En mai 1802, les Noirs sont de nouveau réduits en esclavage. Les caricaturistes anglais, en particulier James Gillray, se moquent de Napoléon pour le Concordat, comme ici, pour son sacre impérial. En effet, Gillray se moque de Napoléon pour tout. Mais je n'ai jamais trouvé de caricature satirique de Napoléon réintroduisant l'esclavage, car les Anglais approuvaient généralement cette petite restauration de l'Ancien Régime. La seule exception que j'ai trouvée est ici, sur l'écran, où Napoléon est critiqué parce que désirant l'esclavage non seulement des Africains et des Antillais, mais aussi des Anglais. Je n'aborde pas maintenant les conséquences de la loi de 1802. Je me limite au seul commentaire que les conséquences pour les Africains, tout au long de la longue et pénible marche du colonialisme européen, sont presque exclusivement mauvaises, parce qu'elles impliquent une dérogation aux structures de l'État qu'avait construit Napoléon. Abat l'esclavage en France, vive l'esclavage en Afrique et aux Antilles. L'histoire de la Grande-Bretagne est presque identique, où s'active un processus analogue de reconnaissance du droit naturel et des droits de l'homme qui devrait s'appliquer aux sujets britanniques, mais pas aux peuples colonisés. Ces derniers font l'objet d'une discrimination active jusqu'à ce que leur pays accède à l'indépendance, principalement dans les années 1960. Comme le dit le philosophe camerounais Achille Mbembe, l'histoire des régimes coloniaux fut foncièrement une histoire de la brutalité, ou plus précisément de brutalisation. Dans certains cas, ils s'évertuèrent par conséquent à éradiquer toutes les formes de la vie ancienne. Un seul fait historique anecdotique. Les Français claironnent le dévouement aux droits de l'homme lorsqu'ils prennent le contrôle du Cameroun allemand en 1919. Je cite, « C'est au nom du droit humain, de la défense des races opprimées, que l'on a retiré à l'Allemagne des colonies où la violence allant jusqu'à l'extermination des peuples faibles était instaurée en théorie de droit. Et cela n'empêche pas la France de mener la guerre du Cameroun contre les Camerounais avec une violence sanglante dès 1955, avec un bilan, selon Le Monde, de 120 000 morts, dont 700 Français. On y voit bien l'inégalité des drapeaux jumelés que je porte sur ma veste aujourd'hui. Les Français, les Camerounais ne sont pas égaux ni dans la vie ni dans la mort. Ce qui nous ramène aujourd'hui à cette lourde histoire colonialiste, c'est le phénomène de l'afropianité. Dans le contexte anglo-saxon, il est magistralement décrit par la sociologue et ma co-chanoine anglicane, Grace Davy. Au XXIe siècle, les églises historiques d'Angleterre, principalement l'église anglicane présidée par le roi Charles, continuent de façonner la culture. Depuis, pourtant, la Deuxième Guerre mondiale, le christianisme anglais connaît un bouleversement par des vagues de nouveaux migrants qui ont modifié à jamais la composition du Royaume-Uni. À la fois, en général, par l'arrivée de millions de musulmans et d'hindouistes, et en particulier, dans les églises chrétiennes, par l'arrivée de millions de chrétiens venus d'Afrique, des Antilles, d'Asie, ainsi que de l'Europe. Ces migrants ont sauvé le christianisme anglais de l'oubli, en lui insufflant une énergie, un dynamisme et un boost au nombre d'adhérents. Par leur présence même,
les migrants soulignent l'importance et la pertinence du Black Lives Matter et d'autres mouvements analogues dans le contexte des injustices persistantes héritées de l'ère coloniale. L'existence même de l'afropéanité, des communautés africaines et antillaises installées en Europe, remet en question, voire torpille, la théorie géographique de Jack MacDonald. Les Africains, les Antillais sont aujourd'hui présents en Europe en très grand nombre, mais ils sont toujours victimes de manquements dans l'égale application des droits de l'homme. Et ces injustices touchent au cœur de l'accès public à l'éducation, aux services de l'État, à la justice, à la santé et aux soins sociaux. Encore une seule petite statistique. En 2020, les Afropéens britanniques, les Britanniques noirs, proportionnellement à leur nombre, avaient 4 fois plus de risques de mourir du Covid que les Britanniques blancs. Et cela pour aucune cause anatomique ou virologique. Les Anglais noirs sont toujours plus pauvres, moins bien logés et ont moins accès aux soins de santé. Ainsi, notre savoir habité nous est présenté comme un défi par l'existence même de l'afropéanité. La base juridique d'une société fondée sur le droit ne fonctionne toujours pas à l'égalité pour tout le monde, en particulier pas pour les communautés noires. Les droits humains sont négligés ou bafoués. Et cette pratique est enracinée dans l'ensemble de l'histoire coloniale. Ces injustices rendent le savoir habité nettement plus difficile. Comme tout le monde ici, je cherche quelques réponses à la question du savoir habité. Si nous n'obtenons pas de réponse, nous aurons le Brexit. Nous aurons Geert Wilders en vue de devenir Premier ministre des Pays-Bas. Les enjeux ne pourraient être plus graves. Nous devons développer un espace de rencontre culturelle commune. J'espère que nous passerons toutes et tous une merveilleuse journée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.